Monsieur l'ambassadeur, ravi de vous avoir sur le plateau de la télévision 1. En tant que quelqu'un qui vit avec nous dans ce petit pays, qui produit les événements dramatiques ce jour-ci, comment vous expliquez tout ce qui se passe ce jour-ci en Macédoine? Alors, bonjour d'abord et merci de me demander mes réactions. Je me sens encore plus macédonien, même si je suis avant tout français et observateur en Macédoine. Je dois dire que je suis comme le public macédonien, pour partie. Confus. J'ai du mal, en effet, à m'y retrouver. C'est comme s'il y avait plus d'événements que mes grilles de lecture me permettaient de comprendre. Mais je peux bien sûr, bien volontiers, vous donner mes réactions, par-delà la surprise, et puis le fait aussi que je suis informé autant que je le peux. Surpris de quoi? Surpris, je dois dire d'abord par le départ de l'ancien Premier ministre Gruevski. Je l'avais vu il y a quelques semaines et je n'avais pas l'impression que c'était quelqu'un qui entendait échapper à ses responsabilités et en particulier j'avais suivi ses déclarations encourageant, et c'était tout à fait son droit, ses partisans à même risquer la prison pour soutenir la non-ratification de l'accord de Prespa. Et je dois dire que c'est quand même quelque chose de surprenant de voir un ancien responsable politique pousser ses partisans à une certaine résistance allant jusque, d'une certaine façon, au martyr politique et échapper soi-même à la responsabilité. Puis-je demander de quoi vous avez parlé sur votre dernière rencontre? Nous avions parlé de sa situation. Il m'avait parlé des difficultés qu'il croyait rencontrer dans son procès, des problèmes de justice. Il se sentait menacé? Parce que dans son statut sur Facebook de Budapest, il a dit qu'il a eu des menaces et tout ça. C'est important de savoir si, dans une conversation avec un ambassadeur d'un pays important au sein de l'OTAN et de l'Union européenne, est-ce qu'il a dit qu'il se sent menacé? Non, mais les objections qu'il avait faites au déroulé de son procès étaient recevable, comme toujours un accusé doit toujours pouvoir être entendu, et je lui avais conseillé d'utiliser pleinement les ressources de la justice et aussi s'il avait des plaintes face à des irrégularités qui lui semblaient graves. Il y a la présence du Conseil de l'Europe à Skopje, il y a la présence de l'OSCE, et il était tout à fait normal de mon point de vue qu'il appelle l'attention éventuelle de ces institutions internationales très attachées aux droits de l'homme, ou en tout cas d'échanger avec elles. Voilà, c'était à ce niveau-là, et je dirais que c'était une conversation tout à fait normale et où il avait montré, je dirais, beaucoup de dignité dans cette situation judiciaire qui était difficile. Donc je suis surpris et je dirais même déçu, car cette question de la responsabilité des hommes politiques est une chose bien sûr importante. D'autre part, j'ai été aussi surpris, comme le public, de voir que on pouvait partir de ce pays avec d'aussi lourdes accusations sans avoir un encadrement policier ou un encadrement judiciaire. Est-ce que vous avez compris finalement comment il est parti? Alors moi, il y avait toutes sortes de spéculations autour de... Heureusement qu'il y a la presse qui est beaucoup plus transparente qu'autrefois, et donc on peut suivre les péripéties, mais il y a eu aussi beaucoup de fausses nouvelles, donc moi ce n'est pas mon rôle ici de suivre les choses. Je crois que maintenant l'itinéraire est bien connu, et la première chose dont on peut s'étonner, c'est bien sûr le passage de la frontière entre la Macédoine et l'Albanie, et le fait aussi que depuis le jeudi, si j'ai bien compris, sa garde ou les personnes qui le gardaient avaient été entre guillemets remerciées. Et pour nous, c'est un peu étonnant
car même les anciens premiers ministres qui ne sont pas sous le coup de problèmes judiciaires sont chez nous gardés régulièrement, car tout simplement c'est une question globale de la responsabilité de l'État vis-à-vis d'anciens responsables politiques au sens fort du terme. Donc moi, mon étonnement là-dessus est bien sûr le fait que M. Gruevski ait fui ses responsabilités d'une certaine façon, mais aussi que la responsabilité à la fois de protéger et de suivre n'ait pas été exercée vis-à-vis de lui. Et ça pose quand même des questions de fonctionnement et même des questions qui vont au-delà, et je crois que le grand public se les pose. Le public se pose des questions et on met la pression sur le gouvernement d'avoir les réponses qui nous manquent, que vous vous demandez vous-même comment ça s'est fait. Mais il y a aussi des questions pour l'Union européenne, parce qu'on se demande comment c'est possible que lui, il s'est fait rentrer sur le territoire de l'Union européenne sans passeport. L'Union européenne, c'est un espace libre, vous avez des frontières extérieures. La frontière hongroise, c'est l'une des frontières extérieures, celle-là avec la Serbie. Et c'est vraiment étonnant comment c'est fait que lui, il a réussi de se retrouver à Budapest sans passeport, quoi. Alors ça, c'est une affaire de la souveraineté des autorités hongroises. Et vous savez, l'Union européenne, c'est encore une union d'États souverains. Et donc ça, cette question... Mais une fois rentré en Hongrie, lui, il est libre. C'est quand même une frontière de l'Union européenne. Alors les questions après seront regardées, je crois, de très très près. Et donc sur le fond, vous m'avez posé la question sur l'entrée dans l'espace hongrois. Ensuite, après, les choses seront vues sous une autre manière. Non, j'insiste sur l'espace européen. Oui. Ouais. Alors, la vraie question, c'est, pour moi, comment il est sorti d'ici. Et, ok, c'est une question, mais aussi, la question, c'est comment il s'est fait retrouver sous le territoire de l'Union européenne. C'est fait sous la responsabilité des autorités hongroises qui sont responsables de l'entrée sur leur territoire. En tant que pays membre de l'Union européenne, pays membre important, un des pays fondateurs de l'Union européenne, est-ce que vous allez demander poser des questions à Budapest, au gouvernement d'Orban? Pourquoi et comment ça s'est fait? Alors pour l'instant, les décisions du gouvernement hongrois n'ont pas été, je crois, rendues totalement public sur le sujet, parce qu'on parle d'une affaire récente d'hier soir. Pour l'instant, dans l'état de mon information, elle est encore très fragmentaire, puisque le plus d'informations que nous avons eues sur la motivation est venu du parti de M. Orban. Encore une fois, pour moi, c'est pour l'instant une affaire bilatérale entre la Hongrie et la Macédoine sur les conditions et de sortie du pays, et d'entrée ailleurs, et de passage d'ailleurs par d'autres pays. Vous êtes diplomate de carrière professionnelle. Est-ce que, et comment vous commentez le fait que tout un groupe de diplomates hongroises était mêlé dans toute la trajectoire de l'ancien Premier ministre? Alors je vais être bien peu... C'est diplomatique ou... Je vais être bien peu diplomate sur le sujet, mais tout ceci pose la question, bien sûr, du socle des valeurs européennes. On ne peut pas éviter la réponse à votre question. Sur quelles valeurs communes on veut bâtir l'Union européenne? Est-ce que c'est simplement piquer des subventions à Bruxelles? Est-ce qu'on a une vision commune justement de ce qu'est la responsabilité politique? Est-ce qu'on a une vision aussi des valeurs communes qui nous unissent? Ou est-ce qu'il s'agit simplement d'une sorte de mariage de commodité? Est-ce que, et ça pose la question dans notre opinion publique, des élargissements à l'est de l'Europe, est-ce qu'on a une sorte de franc-maçonnerie, si j'ose dire, de personnes qui exercent le pouvoir en toute impunité et qui se donnent, pour des raisons de convenance, parfois bonnes, parfois mauvaises, des impunités?
est-ce qu'on peut faire reposer l'espace européen sur ce genre de choses? Très clairement, la réponse française, je peux vous dire, est non. Et c'est une vraie question qui se pose dans d'autres pays sur comment les États s'arrangent pour donner l'impunité aux hommes politiques qui, à un certain moment, ont exercé le pouvoir. Alors on voit dans certains pays, on essaye de rogner la justice. Dans d'autres pays, il y a des dérives qu'on appelle illibérales, et on le fait sous un manteau nationaliste. C'est-à-dire, ah non, Bruxelles ou les autres ne doivent pas regarder ce qui est fait, c'est nous, chez nous. Alors, il faut savoir si on veut réellement construire une union, et cette union, c'est quand même d'abord une union de valeurs. Donc au-delà de l'anecdote, tout ceci pose vraiment, en effet, la question de valeurs communes européennes. C'est ça ce qu'on se demande ces jours-ci, parce que notre aspiration, c'est de joindre l'OTAN et l'Union européenne. L'OTAN et l'Union européenne, ils démontent l'état de droit de Macédoine, mais de l'autre côté, on a une démonstration forte de quelque chose qui est opposé d'état de droit, quelque chose qui s'oppose aux efforts d'imposer les principes d'état de droit en Macédoine et qui vient d'un pays membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Voilà, la question du respect... Comment expliquer à l'opinion publique qu'est-ce qui se passe? Vous avez tout à fait raison, et la question aussi des valeurs de l'état de droit et des valeurs minimales se pose encore pour d'autres membres importants de l'OTAN. Et est-ce que c'est simplement la peur de tel ou tel pays qui nous unit ensemble, ou la défense de vraies valeurs? Alors bien sûr, il faut savoir où est-ce qu'on pousse, où est-ce qu'on met les curseurs, où est-ce qu'on met les bornes. On est dans de la politique internationale qui est de la politique réelle, et surtout sur les affaires de sécurité. Mais vous avez entièrement raison, et ça c'est le rôle, je pense, des journalistes dans des pays libres, d'interroger les valeurs et de dire jusqu'où on peut aller dans certains compromis ou dans certains accords pour obtenir certains résultats et sans casser les valeurs au nom desquelles on agit. Et ça, c'est une chose, je pense, ce sont des questions très fondamentales, qui sont des questions politiques au sens le plus noble du terme. Elles ne sont pas faciles à régler. C'est étonnant. On a eu le ministre des Affaires étrangères hongrois qui est sorti du Conseil des ministres de l'Union européenne hier. Il a dit aucun pays membre n'a posé la question sur l'affaire de Gruevski, ce qui est aussi étonnant. D'autre côté, on a eu une petite réaction de le commissaire Hahn qui a dit que ça, c'est pas tenable. Alors je me demande, est-ce que vous croyez qu'il y aura dans une future proche certaines pressions sur le gouvernement d'Orban pour la décision et pour tout ce qu'il a fait, quoi? J'ai des difficultés. Du côté de Bruxelles, du côté de capitale européen, spécialement ce qu'il tient sur les principes et les valeurs de l'Union européenne. Parmi les plus vocales sont Paris et Berlin. À ce stade, et je comprends très bien que pendant le Conseil, compte tenu que les événements étaient en train de se passer, on est en face, vous savez, d'agendas qui sont des agendas, vous connaissez Bruxelles très bien, ce sont des agendas très préparés, et ce ne sont pas des discussions de Cafana. Comme vous savez, c'est des choses qui sont très balisées, ce sont des choses qu'il faut régler à 27, ce sont des procédures ou des discussions qui sont à organiser. Et donc, il est absolument normal qu'il n'y ait pas eu des réactions à chaud. On n'est pas dans la réaction immédiate. Parce que justement, ce sont des affaires de fond, ce sont des affaires qui méritent d'être vues aussi sous l'aspect... bien sûr, il y a des aspects tout à fait juridiques, précis. Il y a des demandes qui ont été faites, hélas tardivement, par l'État macédonien. Donc il y a toute une procédure de droit international qui va se mettre en cause. Et par-delà le scandale qu'on peut ressentir vis-à-vis de la fuite d'un homme politique de premier plan dans des conditions obscures et peu reluisantes, ce qui est important, c'est de dépasser aussi l'émotion première et que bien sûr toutes les
tous les aspects du droit soient analysés, y compris par toutes les capitales et ensemble. Ce n'est pas en créant des divisions entre les États de l'Union européenne par des réactions immédiates des uns et des autres que l'on obtiendra des résultats dans ce domaine. C'est vraiment une question de principe. Pour résumer, on peut espérer qu'il y aura certains débats au sein de l'Union européenne sur l'affaire. L'affaire apparaît comme tellement, il faut bien le dire, scandaleuse, que je ne vois pas qu'elle puisse être mise sous le tapis. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on ait envie de le faire. Est-ce que vous croyez que Gruevski va rester à Budapest et que Budapest va tenir sous la décision de lui donner l'asile politique? Vraiment, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Il y a une réponse simple, je ne sais pas. Parce que le gouvernement, il s'est déclaré très optimiste, comme quoi le Gruevski va se faire rentrer. C'est que le gouvernement a des éléments pour défendre cette thèse. Moi, je ne les connais pas. Monsieur l'ambassadeur, on sait très bien que vous, la France et les Pays-Bas, sont les deux pays qui sont, disons, très rigides en demandant le respect des critères pour que la Macédoine commence les négociations pour entrer à l'Union européenne. Où on est sur l'agenda des réformes en Macédoine et comment les derniers événements se reflètent sur cet agenda des réformes nécessaires? Alors, je crois qu'il faut regarder les choses dans le court, bien sûr, et le moyen terme. Dans le court terme, il est évident que ce qui s'est passé ne montre pas un état fonctionnel au meilleur de sa forme. Entre le ping-pong, entre la justice et le ministère de l'Intérieur, sur les responsabilités, bon, je suis les choses. Il revient bien sûr aux autorités et au gouvernement d'analyser ce qui s'est passé et éventuellement de trouver les responsabilités fonctionnelles. Ça, c'est la première chose. Et il est sûr que avec cette affaire, on peut se poser des questions sur le fonctionnement de l'État de base, si j'ose dire. C'est la première question. La deuxième question, c'est bien sûr le moyen terme. Et nous avons bien sûr pris bonne note de l'agenda en 18 points qui a été lancé par le gouvernement. Cette relance des réformes est une chose très positive, ou plutôt la continuation ça adresse tous les démons de l'Union européenne. De l'agenda 369. Alors peut-être même est-ce un peu trop compte tenu du temps qui a été donné. L'agenda est très ambitieux. Peut-être qu'on aurait pu penser que se focaliser sur 3-4 points. Comme par exemple c'est quoi le plus urgent pour vous? Je crois que au lieu d'aller sur tous les 18, je pense que la justice, je pense que la justice de la vie générale, à la fois pour l'opinion interne et l'opinion externe. Quand vous dites la justice était très large. C'est-à-dire vous pouvez être un peu plus concret là-dessus? Le fonctionnement. On a par exemple la question qui reste toujours ouverte de la commission anticorruption, donc qui pose des questions, parce que 10 mois qu'elle aurait dû être mise en place. Il y a aussi tout l'appareil de la justice qui est en effet à réformer, et c'est une question que tous les jours les justiciables se posent. Ce sont plus des questions d'ordre technique. On voit bien que les principes du droit sont respectés plus qu'ils ne l'avaient été il y a 2 ans. Donc il y a vraiment eu un saut conceptuel qui est réel dans l'approche et la volonté de mettre en place un état de droit fonctionnel, mais il est évident qu'on est dans une période entre deux, c'est-à-dire que le vieux système n'est pas tout à fait mort et le nouveau système n'est pas encore en place. Est-ce que ça pose des questions sur les capacités du nouveau gouvernement d'adresser les points les plus critiques
Alors, surtout sur ces points que vous dites, 3-4 les plus importants, comme la judiciaire. Voilà, alors il y a eu aussi bien sûr des progrès qui ont été faits dans la réforme des services, en tout cas qui a été lancée, des services secrets, ce qui est des choses ou des services de renseignement. Là-dessus, naturellement, on juge de l'arbre aux fruits. Et c'est difficile d'avoir des idées sur ce qui se passe réellement et sur le terrain, mais en tout cas au niveau des intentions et des projets, il y a des améliorations. Mais il faudrait, je pense, se concentrer sur certains progrès beaucoup plus visibles, beaucoup plus perceptibles, et surtout, je pense, sur la préparation de l'ouverture éventuelle des négociations. Est-ce que l'appareil de l'État, l'administration, si on commence les négociations demain, est-ce qu'ils sont prêts à commencer? Alors, votre opinion? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Pourquoi? Et c'est normal. C'est normal parce que c'est un travail énorme. Organiser les teams. Voilà. Alors nous avons une proposition que nous avons lancée et qui est en cours d'étude par le vice-premier ministre Osmani. Nous souhaitons aider la Macédoine en la conseillant avec d'autres, bien sûr, sur la mise en place d'un secrétariat général pour les affaires européennes. Nous avons, nous, cette tour de commandement, et on est membre, mais on sait que notre politique européenne ne fonctionnerait pas sans un corps de coordination qui est informé de tout ce qui est fait dans les ministères dans le domaine européen, comment préparer les décisions pour qu'il n'y ait pas de contradiction entre les ministères, puisque chacun peut avoir bien sûr des approches différentes, donc, et avoir aussi un corps de spécialistes qui soit de très bonne qualité et qui soit en mesure, avec l'autorité de coordination nécessaire, parce que chaque ministère ne fasse pas les choses dans son coin et parfois même les bureaux des ministères. Donc l'idée... C'est un peu chaotique. Voilà. Et pour l'instant encore, il y a un vrai besoin. Donc, nous ne sommes d'ailleurs pas persuadés que le modèle français soit forcément transposable. Donc on voudrait travailler avec d'autres pays qui ont peut-être plus une taille proche de la Macédoine, comme l'Estonie ou autres, qui a montré une efficacité. Donc un petit pays peut réussir s'il se mobilise. Et il y a des forces ici, il y a des gens hyper compétents. Il y a des gens aussi qui ont beaucoup travaillé pendant les 2 ans. Je dis, il ne faut surtout pas sous-estimer ça. Et il faut simplement les mettre en ordre de bataille avec une véritable volonté politique. Au mois de juin, c'est le moment de vérité. Oui. Est-ce que vous croyez que la Macédoine va arriver à remplir tous les critères pour que Paris et La Haye, très rigides sur les critères, vont donner le feu vert? Pas rigide, rigoureux. Ok, c'est rigoureux pour que les 2 capitales donnent le feu vert pour la Macédoine pour qu'elle commence les négociations. D'abord, je pense qu'il y a un chemin qui a été pris. Il faut le tenir. Il faut le tenir aussi en sortant d'une optique de marketing. Il faut donc se remettre sur la réalité des choses. Le deuxième point, c'est que ce n'est pas vous rendre un service si vous n'êtes pas prêt. Mais vous pouvez l'être. C'est tout à fait clair. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que la page de l'accord de Prespa soit tournée le plus vite possible, en tout cas pour la partie macédonienne. Monsieur Timonier, c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de télévision. Hein. Merci. C'était un grand plaisir pour moi.